Mesdames, Messieurs, bienvenue pour le 5e lancement de l'année à partir du Centre spatial guyanais, le 2e avec Vega. Ce soir, Vega va placer Sentinel-2A en orbite héliosynchrone. Sentinel-2A est le 2e satellite du programme phare de la Commission européenne, Copernicus, dédié au développement durable par la surveillance mondiale de la Terre pour l'environnement et la sécurité. Il suit Sentinel-1A, mis en orbite par Soyouz en avril l'an dernier, aussi à partir du Centre spatial guyanais. Fabriqué par Airbus Defence and Space, Sentinel-2A va offrir une imagerie optique multispectrale à haute résolution de la végétation, de la couverture terrestre et aqueuse, des cours d'eau et des zones côtières. Il apportera aussi des informations au service d'urgence. Fabriqué par Avio pour OLV, notre lanceur Vega emportera une charge utile d'une masse totale d'environ 1,1 tonne. Il décollera à 22h51 et 58 secondes heure locale. Du décollage à la séparation du satellite, il s'écoulera un petit peu moins de 55 minutes. Je tiens à remercier chaleureusement la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne, chargée de la composante spatiale de Copernicus, d'avoir confié à Arianespace le lancement de ce nouveau satellite. À l'aube de la COP21, Arianespace est fier de contribuer à des entreprises telles que Copernicus, qui nous permettront de mieux protéger notre environnement à partir de données de surveillance de la Terre exactes et globales. Cette contribution entre dans le cœur de notre mission première, qui est de fournir aux institutions européennes un accès indépendant et garanti à l'espace, avec Vega ce soir, comme nous l'avons fait avec Soyouz au mois de mars pour Galileo et avec Ariane 5 en avril pour Sikral 2. Mais le 5e Vega est maintenant paré à lancer, alors profitez du spectacle. Où que vous soyez et bienvenue encore une fois à Kourou qui est le foyer de la famille Ariane pour le lancement de Vega ce soir. Nous sommes en direct comme d'habitude du centre de contrôle de mission Jupiter qui est au cœur de la base spatiale. C'est là que se passe toute l'action. Il y aura beaucoup d'actions ce soir. Restez avec nous. Nous sommes ravis de voir tous nos amis ce soir, des hautes personnalités et des invités qui sont ici pour profiter de la soirée avec nous. Et nous souhaitons saluer nos amis de l'ESOC, le centre d'opération satellite européen à Darmstadt, qui se sont levés très tôt. Vous pouvez suivre la retransmission en anglais avec moi ou en français avec mon ami Pierre Junière, qui est là-haut dans sa cabine. Bonjour Pierre. Nous allons commencer par regarder en détail ce qu'est ce lanceur Vega. Certains d'entre vous ne le connaissent pas, mais il a déjà connu 4 lancements réussis. C'est une fusée à 4 étages à ergol solide et liquide. Les 3 premiers étages sont à ergol solide, le 4e est à ergol liquide. Il est aussi rallumable et c'est important. Nous verrons pourquoi plus tard. Nous allons aussi décrire chaque étage tour à tour pendant ce fonctionnement. Vega est utilisé pour de petits satellites. Par cela, on veut dire plus petits que ceux qui sont emportés par Ariane et Soyouz, les autres membres de la famille Ariane. On utilise Vega pour des satellites entre 1 et 2 tonnes, ce qui offre l'accès à l'espace pour ce que l'on appelle les mini ou les micro-satellites dans la classe de 1 à 2 tonnes. Et Sentinel 2A fait un peu plus d'1 tonne. Les grands acteurs de ce soir, voilà la direction de vol avec Stéphane Israël que l'on a vu, avec lui Louis Laurent, directeur des programmes. Pour l'ESA, l'Agence spatiale européenne Stefano Bianchi,
qui est directeur du service programme lanceur Vega. Pour Arianespace, également Édouard Pérez, directeur technique et qui est la mémoire vivante technique de tous les vols depuis le premier en 1979 pour le début d'Ariane. Et enfin, Patrick Loire, qui est directeur des installations spatiales de Kourou. S'il se passe quelque chose d'inattendu ce soir, ce seront eux qui seront au téléphone pour prendre les décisions. Nous sommes vraiment ravis d'accueillir Volker Liebig, qui est directeur des programmes d'observation de la Terre pour l'Agence spatiale européenne. Bienvenue, nous souhaitions parler de Sentinelle et de Copernicus. Commençons par Copernicus. Ce sont les yeux de l'Europe sur la planète Terre. C'est un programme composé de la flotte Sentinelle. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur Copernicus? Avec Copernicus, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, ce que nous avons essayé de faire il y a 35 ans dans la météorologie pour construire un système de surveillance satellitaire, mais cette fois pour l'environnement et la sécurité civile et plus pour la météorologie. Alors, Sentinelle maintenant. Corrigez-moi si je me trompe, mais tel que je le comprends, il y aura 6 binômes de satellites dans la flotte Copernicus. C'est cela? Oui, vous avez raison. En général, il y aura 6 sentinelles, mais tous ne sont pas des satellites parce que certains sont des instruments qu'il y aura sur des satellites EUMETSAT, mais les 3 premiers seront lancés dans les 24 prochains mois avec Ariane. Et plus particulièrement, regardons Sentinelle 2A que l'on lance ce soir. Quelles sont ses applications majeures? Par là, je veux dire, quelles sont les visées de ce satellite? Eh bien, en moins de 35 ans, il faudra nourrir 9 milliards de personnes sur la planète. Et l'objectif du satellite est de mesurer la croissance des plantes, l'agriculture, comment seront les prochaines récoltes, mais aussi pour aider les agriculteurs à augmenter leur productivité. Et c'est aussi connecté au sommet sur le climat qu'il y aura à Paris cette année, la COP21. Nous pourrons aussi surveiller les forêts pluviales, mais aussi les forêts boréales. La planification urbaine est une autre question. Il y a beaucoup d'applications. Une autre que je souhaiterais mentionner, c'est qu'après les catastrophes, nous pourrons produire des cartes rapides. Il y aura, ce sera un service de l'Union européenne qui produira des cartes en quelques heures. Par exemple, après le tremblement de terre au Népal, ça aurait été possible. Et quelles sont les nouveautés de ce satellite? J'ai entendu parler d'éléments spectraux. Bon, je crois que les gens veulent en savoir plus. C'est ça qui est intéressant sur le satellite. Ce satellite a été conçu pour pouvoir balayer l'ensemble de la Terre avec son jumeau en 5 jours, parce qu'il y aura 2 satellites. Ça, c'est la première chose. Et puis, au-delà des canaux visibles, nous avons ajouté des canaux infrarouges. On parle du bord rouge parce que c'est là que l'on peut mesurer la santé et la fertilité des plantes. Et ça, c'est un paramètre important. D'accord, nous n'avons plus le temps pour autre chose. Merci beaucoup. Volker va aller retourner s'asseoir. Moi, je vais monter dans ma petite cabine. Pendant qu'on fait ça, regardez ce film sur la campagne lanceur et vous allez voir comment on a assemblé Vega. Et nous reviendrons juste après ça. Après 8000 km de traversée depuis l'Europe, les étages de Vega arrivent par bateau à Kourou. Ils sont débarqués au port de Paris-Acabo pour être acheminés par convoi spécial au centre spatial guyanais. Le P-80 est rempli de propergol en Guyane, contrairement aux 2 étages, Zefiro 23 et Zefiro 9, qui sont tous les 2 remplis en Italie. L'assemblage du lanceur débute par le transfert et l'érection des 3 étages d'accélération à poudre en zone de lancement. Ces manœuvres sont effectuées par les équipes de LB. Puis il s'agit de positionner le dernier étage, la voûte. Côté satellite, après son arrivée à l'aéroport de Cayenne, Sentinelle 2A a été préparé dans les salles blanches d'un bâtiment dédié, le S5. L'équipe satellite a vérifié son bon fonctionnement avec de très nombreux tests, liaison filaire sol-bord, essais électriques et électroniques et déploiement du panneau solaire. Lorsque tous les contrôles sont effectués, on peut procéder au remplissage de ces réservoirs. Ensuite, Sentinelle 2A doit être placé sur son adaptateur et intégré sous coiffe. Puis l'ensemble coiffe-avoum-satellite est transféré en zone de lancement. C'est là qu'il est hissé et positionné au sommet du lanceur. C'est la dernière opération d'assemblage opérée sur Vega. On peut alors procéder au remplissage des réservoirs de l'avoum.
Sentinelle-2A attend le décollage en toute sécurité dans une atmosphère contrôlée et ventilée. Vega est prêt pour son voyage dans l'espace. L'orbite visée est une orbite héliosynchrone à une altitude de 800 km. L'heure de décollage est 1 heure et 52 minutes en temps universel. La masse totale du lanceur au décollage est de 137 tonnes, comparée à la performance demandée de 1 tonne 2. La poussée moyenne est de 2200 kN après allumage du moteur du premier étage, le P80. Pendant les premières phases de vol, les étages d'accélération à poudre, le P80, le Zefiro 23 et le Zefiro 9, seront suivis par les antennes de la station de télémesure de Galio à Kourou pendant 6 minutes. Pour des raisons d'aspect sauvegarde, ces 3 étages retomberont dans l'océan. Le dernier étage, nommé Avoum, à moteur biliquide, arrivera sur l'orbite de transfert après une première poussée de 9 minutes. Cette partie du vol sera suivie par les stations des Bermudes aux États-Unis et de Saint-Hubert au Canada. Afin de circulariser l'orbite finale, une seconde poussée de 2 minutes interviendra en visibilité de Perth en Australie, suite à une longue phase balistique de 35 minutes. Une fois l'orbite visée obtenue, Sentinelle-2A sera séparé du lanceur environ 55 minutes après le décollage. Mesdames, Messieurs, chers spectateurs francophones, bonjour. Je m'appelle Pierre Junière et je vais vous accompagner en assurant les commentaires en français de cette vidéo transmission. De l'autre côté, on écoutera Joshua Jean-Paul et Guido Levrini. Ici, à Jupiter, nous sommes à 11 km du pas de tir. Tous les paramètres sont au vert. On aperçoit tout de suite quelques acteurs clés de ce lancement, notamment Pierre-Yves Bertin, le chef de projet Ariane Espace. Il est à côté de François Spoto, le DMS, le directeur de la mission satellite. Ici à Jupiter, dans le centre de contrôle, toutes les informations convergent et notamment celles envoyées par le centre de lancement Vega. Ce centre de lancement se trouve tout près du lanceur, lui, à 1,3 km environ et à 12 km de Jupiter où nous sommes en train de vous parler. Quant donc au CDL Vega, il est au plus près du lanceur que nous voyons. Même organisation que pour Ariane 5, là-bas avec une équipe plus réduite, ils sont environ 55 personnes. On y rentre en image, on y retrouve bien évidemment le chef des opérations sur l'ensemble de lancement, le COEL, c'est André Sicard, avec le CQCL associé, Denis Corlet de l'équipe qualité. L'autorité technique du lanceur, c'est le CEPAP Arnaud Sovic et la RQLP en charge de la production du lanceur, c'est Isabelle Leclerc. Ils sont tous là, ils sont tous très affairés en ce moment. Pour toutes ces équipes, cette chronologie finale, c'est l'aboutissement d'une longue campagne de lancement, environ 1 mois. Et bien évidemment, ils sont tous à leur pupitre, à leur poste de travail, avec les représentants notamment de la société ELV, de l'Agence spatiale européenne, et bien sûr les équipes de sauvegarde avec Gaëtan Parton. Alors, en zone de lancement, le portique de 1000 tonnes, ce portique qui permet d'accéder au lanceur Vega, il a été retiré il y a 2 heures pour laisser le champ libre au lanceur encadré par ses pylônes anti-foudre. Ici à Jupiter, bien évidemment, tous les opérationnels sont à leur pupitre. Ici à Jupiter, il y a Didier Saïd, le chef de mission, et puis le DDO, le directeur des opérations, qui rythmera la soirée en annonçant au fur et à mesure tous les événements en direct. Nous saluons au passage aussi tous ceux qui nous suivent en Guyane. Ils sont nombreux à Cayenne, à Sinnamary, sur les sites de Kourou. Et bien sûr, ce lancement, il est suivi dans les centres de l'Agence spatiale européenne, dans les centres de l'ESA, par le centre de contrôle de l'ESOC, notamment en Allemagne, le site de l'ESTEC en Hollande, mais également sur tous les sites de l'Europe. Attention pour moins d'1 minute. On va écouter le DDO lancer la dernière minute de la chronologie. Top. H0, moins 1 minute. Nous saluons le CNES, Ariane Espace, EL Avio Accolé Ferro, Airbus Defence and Space et bien sûr tous les industriels européens associés. Bonsoir également aux internautes, c'est en bas à gauche, arianespace.tv. Dernière minute qui est enclenchée. Voici le résumé du vol à venir. Après décollage, les 3 premiers étages successivement tomberont dans l'océan, ça durera 6 minutes et demie. L'Avoum, l'étage supérieur, prendra le relais pendant 8 minutes environ pour 2 allumages successifs. Nous y reviendrons et la libération de Sentinelle-2A interviendra environ à 54 minutes après le décollage. Mais pour le moment, je vais me taire et vous laisser admirer ce décollage en direct. Profitez du spectacle. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, top, allumage et décollage VV05. Tous les paramètres à bord sont normaux. Superbe, oui, superbe envol pour ce 5e lancement, un décollage fulgurant. Tout va très vite dès le début, décollage ultra rapide et nous suivons la traînée des gaz éjectés, cette traînée de gaz qui trace sa route dans la nuit, c'est magnifique. Couverture nuageuse un peu sur Kourou, j'espère qu'on va le suivre longtemps. C'est le premier étage, le P80 qui est à l'œuvre, c'est lui qui permet au lanceur de s'arracher à l'attraction terrestre avec ses 3 mètres de diamètre. Eh bien, le P80 est le plus large des étages, il déploie un maximum de puissance dans un temps très court, moins de 2 minutes de poussée. On a vraiment l'impression d'une très grande vitesse avec lui. Voilà en image de synthèse, on voit Vega, 138 tonnes, 30 mètres de hauteur. Vega accélère, Vega laisse une traînée lumineuse dans le ciel. Cette rapidité initiale, c'est bien sa caractéristique. Et pour réaliser cette performance technique, eh bien, le corps de l'étage du P80, il est en fibre de carbone bobiné en époxyde de carbone. Avec ses 11 mètres de long, le P80 est le plus gros moteur monolithique du monde. Sa tuyère, elle est équipée de vérins électromécaniques pour contrôler l'orientation de la poussée et avec une poussée maximale de plus de 300 tonnes. Voilà, le P80 travaille vite et bien. Il sera largué à une altitude d'environ 55 km. Voilà, c'est fait. Et séparation de l'étage P80. Voilà, annoncé par le DDO. Aussitôt, eh bien, allumage du Zefiro 23, les 2 étages Zefiro, diamètre 1,90 m, constitués d'un corps de propulseur en composite à filament bobiné en époxyde de carbone avec une tuyère à joint flexible dotée de vérins électromécaniques. Long de 8,40 m, c'est le Zefiro 23 qui est en train de pousser, chargé de près de 24 tonnes de propergol solide. Ces 24 tonnes vont se consumer très rapidement en 1 minute et demie environ. Vega respecte le principe de base, principe qui veut que l'on allège le lanceur de tout poids inutile, tout ce qui a été utilisé et qui ne sert plus est séparé du lanceur. Vega va passer de 138 tonnes sa masse au décollage à 24 tonnes après séparation du 2e étage. Ce sont donc 114 tonnes consumées ou larguées en un peu plus de 3 minutes. Bientôt, 3 opérations vont s'enchaîner. 3 opérations qui vont s'enchaîner successivement en moins de 20 secondes. Séparation du Z23, suivi de l'allumage du Z9, le Zefiro 9, et largage de la coiffe. Contrairement au lancement dédié au satellite géostationnaire où le lanceur part vers l'est, le vol dédié à une orbite polaire part vers le nord, forcément. Et vous voyez les stations au sol, Galileo, les îles Bermudes, Saint-Hubert au Canada. Contrairement donc au vol pour les satellites géostationnaires, on va plein nord avec tout au sommet du lanceur cette coiffe constituée de 2 demi-coques de près de 8 mètres. Elle est réalisée en Suisse, elle a un diamètre de 2,60 m pour un volume de 20 mètres cubes. Alors bientôt, ces 3 opérations que je vous décrivais vont intervenir. Séparation de l'étage Z23. C'est fait pour le Z23 qui est séparé. Allumage immédiat du Z9. On va le voir sur ces images de synthèse. Voilà, c'est fait. Et dans quelques instants, largage de la coiffe. Voilà. Largage de la coiffe. Voilà, comme prévu, cette coiffe, eh bien, elle a protégé, bien évidemment, Sentinelle 2A, que l'on voit maintenant à la proue du lanceur. C'était pendant son ascension dans l'atmosphère, mais à plus de 100 km d'altitude, eh bien, l'atmosphère terrestre est très peu dense, il n'y a pratiquement plus de frottement dû à l'air. La coiffe devient inutile, on l'a séparée, 470 kg en moins. Ce lancement illustre parfaitement 2 missions fondamentales pour Arianespace. Le développement durable et l'accès autonome à l'espace pour l'Europe. Ce soir, avec Sentinelle 2A, Arianespace et l'ESA sont au service de la Commission européenne pour améliorer l'observation de la Terre, car Sentinelle 2A va permettre de mieux contrôler, mieux protéger notre environnement, mieux comprendre les phénomènes liés au changement climatique et améliorer la sécurité des citoyens européens. Sentinelle 2A fait partie du programme Copernicus. Copernicus, c'est le second programme spatial de la Commission européenne après Galileo.
Galileo, c'est le GPS européen. Pour suivre Vega dans sa trajectoire vers le nord, donc un réseau de 5 stations de télémesure, on a déjà parlé de Galileo à Kourou, la station des îles Bermudes, la station de Saint-Hubert au Canada, et puis plus loin, la station de Perth en Australie qui verra la séparation de Sentinelle-2A. La courbe de vol, vous la voyez en haut à droite sur vos écrans. Il y a la courbe idéale, il y a la courbe de référence, c'est la trajectoire qu'il faut suivre et vous apercevez le pointeur qui se déplace, ce petit point qui se déplace et qui représente le vol réel de Vega dans le ciel. Pour l'instant, eh bien, c'est collé l'une à l'autre. Tout va très bien. Il y a également sur nos écrans les indications d'altitude et de vitesse. Vitesse en mètres par seconde. Kilomètres, pardon, par seconde. Oui, effectivement, kilomètres par seconde. Et comme d'habitude, une rapide multiplication par 3600 et vous avez les kilomètres-heure. Le Z9, donc, eh bien, il continue à pousser d'une longueur de 4 mètres 12. Cet étage, le Zefiro 9, est chargé de plus de 10 tonnes de propergol solide et il va délivrer une poussée maximale de 31 tonnes dans le vide. C'est le plus petit des moteurs à propergol solide de Vega, mais c'est celui qui pousse le plus, celui dont la durée de combustion est la plus longue, 119 secondes, pratiquement 2 minutes. Et puis, eh bien, au bout de 2 minutes, le moteur du Z9 va s'éteindre et on va avoir une courte phase balistique et ensuite on aura l'allumage de la VOOM, l'étage supérieur. Alors tout se passe nominalement ce début de vol. Séparation de l'étage Z9. Voilà, parfait. Séparation de Z9 et maintenant, eh bien, c'est le dernier étage à bord duquel il y a un système de propulsion monoergol chargé du contrôle de roulis d'attitude, c'est le RAX. Ce système embarqué, le RAX, il est rattaché donc à la VOOM, le dernier étage. Il est déjà actif, d'ailleurs, le RAX, depuis le vol du 2e étage, car il contrôle le roulis de l'ensemble du lanceur dès la séparation du premier étage. Vous l'avez vu, on va très vite arriver en visibilité de la station des Bermudes. Quant à l'altitude, vous le voyez, on a déjà dépassé les 190 km. La vitesse, eh bien, on est déjà à plus de 7 km et demi par seconde. Vous le savez sans doute. Fin de visibilité par station de Galileo. Voilà. Acquisition de la télémesure lanceur par la station de Bermude. On passe de la station Sol de Kourou au Galileo à celle des îles Bermudes. Vous le savez sans doute, avant d'être un lanceur, Vega est une étoile dans le ciel. Et depuis la Terre, Vega est même la 5e étoile la plus brillante du ciel, la première étoile autre que le Soleil à avoir été photographiée. Une étoile qui a joué un rôle très important dans l'histoire de l'astronomie. C'est de bon augure pour ce 5e vol. Premier allumage de l'étage supérieur. Voilà, premier allumage de la VOOM et nous sommes donc avec un AVOOM qui vient de s'allumer. Cet étage supérieur, la VOOM, a été développé par l'entreprise italienne Avio. La VOOM, c'est l'acronyme de Attitude and Vernier Upper Model. C'est cet étage qui va optimiser, finaliser la libération du satellite sur son orbite. La VOOM a des dimensions assez modestes, 1,74 m de haut, diamètre de 1,90 m, une masse de plus de 1 tonne 2, il contient près de 600 kg d'ergol liquide répartis dans 4 réservoirs. Son moteur est réallumable et il développe une poussée de 2 tonnes 4. Vega donc, 30 mètres pour 139 tonnes au décollage et actuellement sa masse est de moins d'1,5 tonne. Sacré cure d'amaigrissement, Vega continue sa course dans l'espace. Et nous allons faire un tour tout de suite vers la montagne des Pères à côté de Kourou, là où se trouve le centre de télémesure. On y rentre en images. Vega, en effet, envoie plus d'1 millier de paramètres qui sont reçus par les stations Sol en aval de sa trajectoire. Et à Kourou, c'est l'équipe du CVI qui sélectionne une centaine de paramètres émis par le lanceur pour suivre le vol en temps réel. Le responsable Ariane Espace au CVI, c'est Antoine Courtois. Il est assisté d'Alexandre Dallonneau et des ingénieurs d'ELV et du CNES. Le CVI, le contrôle visuel immédiat, rapporte les principales étapes du vol, comme les séparations et les valeurs des moteurs à la cellule de vol, au DDO et au COEL. On va quitter le CVI, on va retourner sur nos images 3D, complètement conformes au programme de vol. C'est exactement ce qui se passe là-haut dans le ciel. Parlons maintenant du satellite. Sentinelle-2A va passer et repasser autour de la Terre en décrivant ce qu'on appelle une trajectoire de pelote de laine pour balayer toute la surface du globe, la totalité de notre planète bleue. Et ce satellite donc passera au-dessus de la surface terrestre à la même heure solaire locale pour que l'éclairement solaire du lieu observé
ne varie pas d'un cliché à l'autre, ce qui est primordial en la matière. On va tout de suite avoir des explications complémentaires avec un film de 3 minutes réalisé par l'ESA. Destiné à Copernicus, le programme européen pour l'environnement, le satellite Sentinelle-2 a suivi ses derniers préparatifs de lancement au centre spatial guyanais. Avec 3,40 m de long sur 1,80 m de large, à une masse au décollage de 1140 kg, Sentinelle-2 combine haute résolution et vision multispectrale. Il a 13 bandes spectrales pour analyser 13 nuances de couleurs sur une image de la Terre. Il a une fauchée de 300 km de large et une résolution de 10 mètres, ce qui est beaucoup vu la largeur de sa vision et ses 13 canaux. La combinaison des trois en fait une mission en avance sur ce qui existe actuellement. La mission de Sentinelle-2 repose sur une constellation de 2 satellites, tous les deux tournant sur la même orbite polaire à 786 km d'altitude. Les satellites offrent une vision en couleur de la Terre et leur répartition optimise la couverture et la récurrence des observations, permettant un large éventail de services. Il y a plusieurs services utilisant les données. L'un est le service sol, qui par exemple va regarder les surfaces terrestres, pour l'agriculture, pour les forêts, mais aussi sur le plus long terme, on pourra voir les changements. Il y a également un service d'urgence et le satellite peut apporter des données précieuses, tout en cartographiant et en comparant. Avec le programme Copernicus, la Commission européenne deviendra propriétaire des satellites Sentinelle. Des services seront fournis pour toute une gamme d'applications comme la prévision de la qualité de l'air, les alertes inondations, la détection des sécheresses ou la désertification. Le service sol est la base. Il fournira des données sur l'utilisation des terres, des forêts, sur les zones humides, les niveaux des couches terrestres. Il y a beaucoup d'applications pour l'environnement. Ainsi, nous comptons améliorer la surveillance de l'environnement, ce qui était l'un des objectifs principaux quand Copernicus a été créé. Comme Sentinelle 1A, Sentinelle 2A sera lancé par Vega. Sentinelle 2B suivra en 2016. Ce sera le 5e vol de Vega depuis la Guyane. Alors, pour faire vite, Sentinelle-2A emporte donc un appareil optique avec une fauchée, un champ de vue de 300 km de large, et avec ses images multispectrales haute résolution des terres émergées, eh bien, il va pouvoir fournir des images vraiment inédites de la Terre. Sentinelle-2A, c'est le 112e satellite construit par Airbus Defence and Space et ses prédécesseurs, qui est lancé par Arianespace, une coopération fructueuse. Il y a encore 11 satellites d'Airbus dans le carnet de commandes d'Arianespace. Voici justement un film du constructeur Airbus Defence and Space, un film qui présente en musique le satellite Sentinelle-2A.
Tout est normal, vous l'avez entendu. Comme moi, c'est le DDO qui vient de l'annoncer. Revenons au lanceur. La trajectoire de Vega passe au-dessus de la côte est des États-Unis, puis du nord du Canada, pour revenir de l'autre côté de la Terre. Tout à l'heure, en survolant la Russie, Vega va continuer en descendant dans la Corée et le Japon. Et c'est ensuite le deuxième allumage de la VOOM au-dessus de l'ouest de l'Australie. Et c'est là que le satellite sera libéré à 800 km d'altitude en visibilité de la station sol de Perth. En ce moment, le lanceur vérifie sa bonne orientation pour s'assurer qu'il suit bien l'axe prédéfini. Dans quelques secondes... Extinction du premier boost à VOOM. Voilà, j'étais en train de le dire, la VOOM va éteindre son moteur. C'est fait extinction. La VOOM est un étage très polyvalent, mais en matière de polyvalence, on peut aussi mettre en avant la gamme de lanceurs Vega, Soyuz, Ariane 5. Grâce à ces 3 lanceurs, Arianespace est bien le seul opérateur au monde à pouvoir lancer tous les types de charges utiles et toutes les masses vers toutes les orbites requises. Cela va des plus gros satellites géostationnaires jusqu'aux plus petits et même aux grappes de satellites pour les constellations. Alors, nous allons nous rendre dans quelques instants en image à l'ESOC. Vous savez qu'ils sont là, à Darmstadt, en Allemagne. L'ESOC, cette station gérée par l'Agence spatiale européenne, c'est le centre européen d'opérations spatiales. C'est de là qu'on suit et qu'on contrôle les satellites européens qui sont en orbite autour de la Terre. Et effectivement, c'est important. Vous voyez, on a ces images. C'est le centre de contrôle de Darmstadt en Allemagne. C'est l'ESOC qui est en direct. Eh bien oui, il est beaucoup plus tard qu'ici, puisque nous sommes en Guyane. Mais là-bas, ils travaillent, forcément. On va dire tout de suite que seuls les satellites sont en mesure de surveiller sans relâche la totalité du globe terrestre pour savoir comment va notre planète, pour faire son bilan de santé. Eh bien, les satellites sont vraiment indispensables. Stabilisation des attitudes pour la phase balistique. Voilà, le vol continue. J'ai toujours une oreille qui traîne vers les annonces du DDO. Donc en matière d'inondation, de feux de forêt, de couverture glaciaire, niveau, température et salinité des océans, marée noire, gaz à effet de serre, désertification, éruption volcanique, météorologie, changement climatique, eh bien, les satellites d'observation de la Terre de l'Agence spatiale européenne permettent à l'Europe de jouer véritablement un rôle majeur dans la compréhension de notre environnement, sans compter la sécurité civile, car évidemment la sécurité civile concerne tous les citoyens européens. On est parti pour revoir ces images. Sentinelle-2A, 510e satellite lancé par Arianespace. C'est allé très vite, toujours avec Vega, ce lanceur léger qui démarre comme une flèche à chaque fois. Pour être précis, on va dire que Sentinelle-2A, c'est le 52e satellite d'observation de la Terre lancé par Arianespace. Vous le savez sans doute, la France va accueillir et présider la 21e conférence sur les changements climatiques, la COP 21. Ce sera fin 2015 à Paris, tandis qu'on revoit Vega. Et cette COP 21, eh bien, c'est une échéance cruciale, puisqu'elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat. Et bien sûr, Arianespace est très fier de contribuer au lancement de satellites dédiés à la surveillance et à la protection de l'environnement. Il y a aujourd'hui 14 lanceurs Vega en production. Cela va permettre de répondre aux besoins jusqu'à la fin 2018. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que nous suivons en direct le 5e lancement du lanceur léger Vega avec à son bord Sentinelle-2A. C'est un satellite qui fait partie du programme Copernicus. Arianespace doit le mettre en orbite pour la Commission européenne dans le cadre d'un contrat avec l'Agence spatiale européenne. À l'heure actuelle, eh bien, nous sommes entrés dans une phase balistique, une phase qui va durer plus d'une demi-heure. Alors, pour éviter de vous saturer d'informations, je vais vous laisser avec ces images 3D. Pour l'instant, nous voyons effectivement une image de la Terre avec les stations sol dont nous avons parlé. Et vous voyez qu'on a déjà dépassé la station canadienne de Saint-Hubert. Et ces images sont tout à fait conformes à ce qui se passe en haut, comme nos images 3D, ces images de synthèse qui suivent exactement le programme de vol embarqué. Je vais donc me taire. Je vais vous proposer de nous retrouver d'ici 25 minutes environ. Je reprendrai la parole à H0 plus 45 minutes et 53 secondes précisément, soit un peu plus de 5 minutes avant le deuxième allumage de la VOOM. C'est l'étage supérieur. Cet étage supérieur, il nous mènera à la séparation de Sentinelle-2A et nous serons ensemble et nous serons en direct. Donc, eh bien, restez avec nous. Je reviendrai quant à moi un peu avant H0 plus 46 minutes. Profitez de ces images 3D
complètement conforme au programme de vol. À tout à l'heure, je me tais, je reviens pour la fin de la mission. Au revoir. Nous revoilà ensemble, chose promise, chose due. Je vous redis bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'être en direct. 5e vol du lanceur Vega, 265e lancement d'Ariane Espace. Vega, eh bien, il est toujours dans une phase balistique, c'est-à-dire une phase non propulsée. Ariane Espace et l'ESA sont au service du développement durable pour ce vol, pour le compte de la Commission européenne. C'est le 2e lancement de Vega pour 2015 sur les 3 prévus cette année. Et on peut le dire haut et fort, bravo Vega. Avanti Vega, comme on dit en italien, car effectivement, le lanceur Vega s'affirme progressivement sur le marché. On va voir les images du décollage de tout à l'heure, voilà, c'était de très belles images, magnifiques. Il a incendié véritablement le ciel et c'est parti comme une flèche, comme d'habitude avec Vega, un lanceur très très rapide car très léger. Alors on va souligner tout de suite 2 points. Je vous le disais, c'est vraiment une réussite Vega, et le premier point, c'est que le lanceur léger enregistre un vrai succès sur le marché institutionnel européen qui constitue 45% de son carnet de commandes, avec 80% des lancements dédiés à l'observation de la Terre. Et le deuxième point qui confirme la réussite de Vega, eh bien, c'est sa percée sur les marchés commerciaux à l'international, qui représente maintenant 55% du carnet de commandes à venir, notamment 2 lancements Falcon Eye pour les Émirats Arabes Unis, et puis un lancement partagé par Perusat 1 et des satellites Skybox Imaging pour Google. Voilà quelques indications sur l'avenir. On a vu ces images impressionnantes du décollage. C'était donc il y a plus de 3 quarts d'heure. Sentinelle 2 est muni, vous le savez, d'un super appareil photo, on va dire ça très rapidement comme ça, mais tout de suite, on va partir en reportage sur une société installée en Autriche qui a choisi d'exploiter les images prises par Sentinelle 1. Nous sommes à Innsbruck, en Autriche. Utilisant les données de Sentinel dans le cadre du programme Copernicus géré par la Commission européenne, des produits et des applications sont développés chez Geoville, une compagnie spécialisée dans la surveillance des sols et les services de gestion de crise. The services are concretely, first of course, Concrètement, les services, ce sont d'abord le traitement automatique des données satellites, l'intégration des données à notre système, et ensuite la transformation de ces données en informations utiles et pertinentes, c'est-à-dire des cartes, des statistiques, des rapports. À la fin, parfois, ce que nous obtenons, c'est juste un chiffre ou quelques chiffres. Mais ils aident aux prises de décision pour mieux comprendre comment l'Europe change et comment notre planète change. Les satellites Sentinelle développés par l'ESA fournissent des données pour des images de très haute résolution. Et grâce aux techniques de traitement avancées, ce sont des cartes extrêmement précises de la planète qui sont produites. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est la toute première carte de Sentinelle 1 sur des inondations. Elle a été utilisée par les services de Namibie qui l'ont traitée via le système d'information mis en place et développé par l'ESA. Ces données servent pour un rapport mensuel sur les inondations et aussi à alerter les populations. Surtout, cela sert à des mesures de prévention et à construire les infrastructures nécessaires à l'avenir pour protéger les populations des inondations. Les informations des satellites Sentinelle sur le long terme vont pouvoir fournir des informations précieuses pour les politiques, les services de secours, mais aussi les chercheurs. À l'Université technologique de Vienne, on s'intéresse en particulier aux mesures de l'humidité des sols.
Le programme Sentinel est un programme très impressionnant, à mon avis le plus avancé et le plus impressionnant au monde. Nous pensons que la synergie entre les différents satellites Sentinel va permettre d'améliorer la qualité scientifique de nos algorithmes. Nous voulons par exemple, pour l'humidité des sols, avoir une plus grande résolution, jusqu'à 100 mètres par pixel. Alors la surface des sols devenant plus complexe, nous avons besoin de données d'autres satellites pour pouvoir obtenir une description plus détaillée des sols. L'objectif est de commencer à mettre ensemble les données de Sentinel-1 et de Sentinel-2 avant leur traitement. Le développement de produits et services dérivés de Copernicus doit satisfaire de nombreux besoins, du local à l'international. Les satellites Sentinel, une fois en orbite, deviennent propriété de la Commission européenne. Leurs données sont disponibles gratuitement, ouvrant la voie, dans un futur proche, à une large gamme d'applications et de services. Voilà, on espère que ce type d'entreprise, ce type d'initiative se reproduira avec Sentinel-2A. Vous savez que le programme Copernicus fait référence bien évidemment à Nicolas Copernic, un astronome polonais célèbre pour avoir défendu la théorie selon laquelle le Soleil se trouve au centre de l'univers et la Terre tourne autour de lui. À l'époque, cette théorie allait à l'encontre de toutes les croyances répandues. Avec Copernic, c'était donc un changement radical et c'est pour cela qu'on emploie toujours aujourd'hui l'expression révolution copernicienne. Alors, ce n'est pas véritablement une révolution copernicienne là, qui est en train de se faire sous nos yeux. Deuxième allumage de l'étage supérieur à Voom. Mais en tout cas, c'est un pas important dans ce programme avec le deuxième allumage de la Voom. La Voom continue son vol et continue en poussée. La propulsion est nominale. Ce vol donc emporte le 10e satellite lancé par Arianespace pour la Commission européenne. Eh bien, on peut dire qu'on y reviendra sans doute, hein, mais pour parler en pixels... La trajectoire est nominale. On reviendra sur les pixels plus tard parce que tout de suite, on va suivre François Spoto, le directeur de la mission satellite, qui nous explique les opérations post-séparation. Après la séparation de Sentinel-2 de Vega, suivie par la station de Perth en Australie, l'ordinateur de bord déclenchera automatiquement le déploiement du panneau solaire et le satellite régulera lui-même son ambiance thermique et commencera à recevoir suffisamment de données. Quand le satellite sera en visibilité de la deuxième station, Troll, dans l'Antarctique, l'ESOC sera capable de distribuer à Jupiter les données de bonne santé du satellite. To give to us in Jupiter a feedback about the overall health of the spacecraft. Nous aurons des informations préliminaires sur le début de la vie du satellite et du succès de la mission. Il faut vérifier pas à pas toutes les fonctions du satellite, ce que nous ferons, cela prendra du temps. Les vérifications une fois en orbite finale seront testées pendant 1 mois. 2 mois seront encore nécessaires pour caractériser et optimiser les performances. Nous pouvons envisager de fournir aux clients des opérations de service 3 mois après le lancement. Et bien voilà pour ces opérations post-séparation. Alors je reviens à mes pixels car Sentinel-2A est équipé avec un matériel optique très performant. Et pour parler pixels, vous connaissez peut-être le 4K, 4000 pixels, la nouvelle norme haute définition valable pour les caméras et les nouvelles télévisions HD. Eh bien Sentinel-2A est carrément 100 fois plus précis puisque sa résolution est de 400 000 pixels, soit 400K, un chiffre impressionnant. Et à l'heure actuelle, eh bien voilà, c'est la fin de ce deuxième allumage de la Voom. On repart en phase balistique, fin de la propulsion, et dans quelques instants, eh bien, Sentinel-2 va se séparer du lanceur Vega via son interface avec la Voom. D'orientation profit de Sentinel-2A. Voilà, j'écoute quand même le DDO annoncer au fur et à mesure ce qui se passe tout là-haut dans le ciel. Ce largage, eh bien, il aura lieu, comme je vous le disais précédemment, en visibilité de la station de Perth, à l'ouest de l'Australie, et c'est elle qui va nous renseigner eh bien, sur la qualité de cette séparation, une séparation qui va mener Sentinel-2A à prendre sa vie autonome dans l'espace. Alors évidemment, tout le monde est très attentif. Séparation du satellite Sentinel-2A vu par le lanceur. Voilà, c'est fait.
le satellite, Jean Bafouille, le satellite Sentinelle 2A vient d'être libéré. Voilà les images. Il s'éloigne progressivement de ce qui reste de notre lanceur, c'est-à-dire l'avoum, le dernier étage. Il s'éloigne et il vaut mieux qu'il s'éloigne car bien évidemment on évite tout risque de collision. On chouchoute ce satellite qui doit prendre sa vie sur sa bonne orbite. La séparation est effective. Sentinelle 2A est autonome maintenant, mais Arianespace veut bien évidemment s'assurer de la bonne santé du satellite qui doit se trouver sur sa bonne orbite. Et les équipes vont pour cela recouper les informations pour avoir une confirmation. Nous allons donc attendre 15 minutes environ. Séparation du satellite confirmée par le projet Sentinelle-2. Acquisition de la porteuse bande est du satellite au-dessus de la station Sol Perth 2 de l'ESOC. Bravo, eh bien, c'est normal, c'est mérité. Tout le monde ici applaudit. Stéphane Israël, Stefano Bianchi se serrent la main. Mais comme je vous le disais, nous allons attendre encore quelques minutes car il faut que Sentinelle 2A arrive en visibilité de la station de Troll, station Sol, qui se trouve en Antarctique, près du pôle Sud. Et en ce moment, il y fait environ moins 25 degrés. Il fait très froid à Troll, il faut le savoir. C'est normal, c'est l'Antarctique. Et je vais accueillir tout de suite, elle me fait l'honneur de venir avec moi pour cette fin de commentaire, Valérie Fernandez, qui me rejoint, qui m'accompagne dans ces commentaires. On va aller ensemble avec elle jusqu'aux déclarations finales. Alors Valérie, bonsoir Pierre. Ça va bien ? Très bien, très bien. Alors, vous travaillez pour l'ESA, vous êtes responsable technique du MSI, le Multispectral Instrument, cet instrument optique absolument incroyable qui est embarqué sur Sentinelle 2A. Depuis combien de temps d'abord travaillez-vous à l'ESA, à l'Agence spatiale ? Eh bien, c'est aussi une première pour moi. Ça fait déjà 10 ans que je suis là. Donc, c'est un bel anniversaire. Ben oui. Et avec cet anniversaire, eh bien, j'ai aussi la chance de voir mis sur orbite notre beau satellite Sentinelle 2A. C'est un petit peu votre bébé, ce satellite. C'est un peu notre bébé, oui. À l'ESA, on est très fiers des Sentinelles en général et de 2A en particulier pour moi, oui. Bien sûr, ben c'est normal. Alors, tout à l'heure, vous étiez à Jupiter avec nous, hein, oui. Et comme d'habitude ici, généralement, les gens en profitent au moment du décollage pour sortir sur les terrasses, pour voir de visu, avec leurs propres yeux. Ils restent pas devant l'écran, hein, ils en profitent, ils sortent une minute et ils voient le décollage. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait tout à l'heure ? Impression incroyable. Pour moi, c'est quelque chose qui va très vite. Je n'avais pas cette impression-là. À la télévision, on le voit que ça va vite, mais en réalité, ça va extrêmement vite. On n'a pas le temps de dire ouf et il est déjà plus là. Donc ça, c'est la première impression quand même. Hein. La deuxième, c'est qu'en même temps, Sentinelle 2, on l'a développé pendant longtemps. C'était notre bébé au sol et maintenant, il faut qu'il vive tout seul. Donc, il faut le laisser partir. Donc, voilà. On est bien content de le voir partir. Et puis, on sait aussi un petit peu qu'il faut être patient. Parce que comme tu l'as précisé un peu plus tôt, il faut attendre d'arriver au-dessus de Troll pour savoir si tout va bien. Donc, on est impatient, mais en même temps, on sait qu'il faut garder un peu patience et se dire qu'on soufflera après avoir l'assurance que tous les signes sont bons. Alors justement, Valérie, on va expliquer. Séparation, orbite, télémétrie, la station de Troll. Il va falloir que, notamment, on voit que le satellite est en bonne santé, on vérifie ses batteries, on vérifie les températures. Il va falloir aussi, ça c'est pratiquement la toute dernière opération de son bon état de santé, que le panneau solaire, puisqu'il y a un seul panneau solaire à Exactement. bord. Ah, voilà, c'est ça. Toutes ces opérations, elles prennent un certain temps. Tout à fait. Donc quand on arrive au-dessus de Perth, on envoie un ensemble de télécommandes pour s'assurer que le software à bord met en activation le panneau solaire, puis un certain nombre d'unités comme la navigation, comme la puissance. Et donc, à ce niveau-là, on doit être capable de juger, au moment où on va passer au-dessus de Troll, si le panneau solaire est bien déployé, si le système de navigation a bien été initialisé et si les batteries sont chargées. Donc, ce sont des éléments importants
Et tout ça, il faut attendre un petit peu, bien Tout à évidemment, fait, voilà. que les équipes recoupent les Exactement. informations, qu'on ait les confirmations. Exactement. Et à ce moment-là, eh bien, nous, ici, à Jupiter, je pense que quand Stéphane Israël, le PDG d'Arianespace, recevra tout ça, il viendra tout simplement devant nous pour le début des déclarations finales. Alors, en attendant de recevoir ces confirmations, on va pouvoir peut-être donner quelques explications, et heureusement que vous êtes là, sur ces instruments de haute technologie qui vont travailler sur Sentinelle-2A. Alors, quels sont les points les plus importants pour vous ? Alors, je vais peut-être commencer par quelque chose qui est fondamental. Sentinelle-2 a quelque chose de très novateur, c'est sa revisite. Ce qui est important, on l'a dit ce soir et on l'a entendu souvent, c'est qu'on est en train de faire une imagerie pour visualiser la végétation. Et ce dont on a besoin, c'est de connaître l'état de la végétation très souvent, de manière saisonnière, de manière mensuelle. Donc sa revisite est fondamentale. Au jour d'aujourd'hui, Sentinelle-2 est bâti pour avoir une revisite de 5 jours à l'équateur, quand les 2 Sentinelles A et B seront mis sur orbite. Avec un seul satellite, nous avons une revisite de 10 jours. C'est déjà bien, il faut dire, c'est déjà un progrès. C'est un progrès majeur, puisque au jour d'aujourd'hui, si on compare avec les missions les plus courantes, comme la mission de la NASA, Landsat 8, qui est actuellement en orbite, sa revisite est de 16 jours. Donc on a 50% d'amélioration déjà avec un seul satellite. Avec un seul satellite. Ce qui est fondamental pour les utilisateurs et l'exploitation des données. Alors on repasse la revisite, on va bien expliquer que on repasse au même endroit à un rythme de 5 jours et justement ça va permettre de bâtir une véritable connaissance de la zone. Exactement. Donc on va passer 14 fois par jour. Pour s'assurer il y a 14 révolutions par jour autour de la Terre. Exactement. Il va très vite, ce Sentinelle-2A. Il va très vite et en parallèle, il en faut à peu près 100 pour couvrir toute la Terre et revenir au point de départ. Donc ça, c'est un élément assez important et on peut aussi noter qu'une révolution est équivalent à plus de 27 millions de kilomètres carrés couverts. Ce qui veut dire qu'on image, en termes d'imagerie, on fait 27 millions de kilomètres carrés. C'est excessif, c'est un nombre très grand. Oui, ce sont des chiffres impressionnants avec cette fauchée, ce champ de vue de 300 km de large qui permet effectivement d'aller assez vite. Parce qu'on aurait une fauchée qui serait 10 fois moins importante, on irait 10 fois moins vite. Exactement, il faudrait plus de révolution pour y arriver. Alors, oui. Et justement, peut-être pour rebondir sur cet élément qui est assez important, si la fauchée est grande, c'est aussi parce qu'on a beaucoup de pixels. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Alors les pixels, j'en parlais juste avant, vous m'avez entendu. Oui. On a vraiment... Là, c'est de la très haute technologie. On est à 100 fois, j'allais dire, le 4K, qui est une norme déjà... oui, la TVHD est une norme que tout le monde aimerait avoir. De haute définition. Que tout le monde voudrait avoir à la maison, ou en tout cas tout le monde s'équipe pour ça. Eh bien, on est 100 fois meilleur. Donc, ce qui veut dire qu'on a plus qu'un pas technologique en avance sur ce que le grand public peut atteindre. Oui. Alors ça, donc on a parlé des revisites, on a parlé de la résolution et des pixels. Il y a autre chose qu'il faut évoquer, c'est la quantité d'informations. On dit maintenant des data, donc la quantité de data générées par Sentinelle-2A. Évidemment, 400 000 pixels, ça veut dire beaucoup de données générées, 1 terabyte par jour, ce qui fait l'équivalent d'un disque dur que les gens ont chez eux en général. Donc, c'est une très grosse quantité de données qui est collectée à bord et qui est renvoyée vers le sol, évidemment. Oui, parce que le but, c'est pas que de les acquérir, il faut véritablement les envoyer au sol. Bien sûr, oui, il faut qu'elles arrivent ici et que, justement, les gens puissent en profiter, parce que c'est ça aussi. Exactement. Ça va être des données qui vont être accessibles à tous et qui vont être accessibles gratuitement. Exactement. À tous, gratuitement et évidemment le plus vite possible. Donc l'approche est d'utiliser les stations sol, puisqu'il y a un réseau de stations sol pour récupérer les données. Mais il est aussi Alors, possible... on va peut-être les préciser, ces stations sol qui suivent Sentinelle-2, on va dire où elles sont. 2 stations majeures qui sont Svalbard dans le nord de l'Europe et nous avons Matera en Italie. Donc ce sont une qui est un peu plus délocalisée que l'autre, mais qui permet d'avoir systématiquement les données retransmises au sol, puisqu'on le voit
à chaque passage, à chaque revisite, on voit Svalbard. Donc 14 fois par jour, ça passe au-dessus de Svalbard en Norvège. Quasiment. 14 fois par jour, ça passe au-dessus de Matera. En tout cas, elles reçoivent les données de Sentinelle-2A. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Exactement, parce que avec l'approche et la volonté d'avoir autant de données, puisque bientôt on aura un deuxième satellite en opération, c'est-à-dire 2 terabytes de données, plus les autres sentinelles, on ne sera pas tout seul non plus. Ça veut dire qu'il a été nécessaire de penser à une logique de transmission de données un petit peu différente. Donc on embarque aussi sur Sentinelle-2 un instrument qui s'appelle un terminal laser qui permet la communication des données par un satellite géostationnaire avec une retransmission systématique au sol. Donc vous avez la possibilité d'envoyer les données directement au sol ou de passer par cet instrument annexe qui va envoyer les données sur une position géostationnaire qui lui est tout le temps en visibilité sol et qui retransmettra les données de manière continue lors de la mission et la durée de vie des sentinelles. Ça, c'est très important parce qu'évidemment, c'est une espèce de triangulation. C'est un coup de billard, si vous voulez. On va, grâce à un instrument laser, vous me dites si je me trompe, parce envoyer depuis Sentinelle-1, sur un satellite géostationnaire qui, lui, est en visibilité toujours de la même surface au sol de la surface terrestre. Et donc, lui, il va pouvoir envoyer des données à débit continu. Exactement. Donc, le système de géostationnaire est un système qui est aussi développé en coopération avec l'ESA qui s'appelle EDRS. Fin de visibilité normale du lanceur par la station de Perth. D'accord. Ah, je vois que là, vous tendez l'oreille. Je tends l'oreille parce que c'est une information importante. Bientôt, nous aurons les télémesures. Donc, il est important de savoir que la visibilité de Troll est enfin passée. Donc vous étiez en train de nous parler de EDRS et du système, et du système qui est développé par l'ESA en coopération avec le DLR, donc l'agence spatiale allemande, qui nous a aussi fourni cet instrument, ce laser, ce terminal laser qui nous permet de communiquer via le système géostationnaire. Donc on est très fiers de faire une technologique quand même, parce que c'est une nouveauté. C'est une vraie stratégie en fait. C'est une vraie stratégie. Il a fallu quand même penser dès aujourd'hui à permettre de récupérer les données de manière continue et pérenne. Donc avec ce grand nombre de data, on se dit qu'il est quand même important d'avoir un système permanent et continu de transmission de données. Bien sûr, et tout ça c'est au profit de tout le monde, puisque tous les citoyens vont pouvoir récupérer ces données. Et puis il y aura peut-être, on a vu un film, une société, tout simplement, elle est en Autriche, elle est à Innsbruck, elle a décidé de reprendre des images du satellite précédent, bien évidemment, c'était Sentinelle-1A, et elle a développé des applications, elle fait des cartes, elle rend service à des gens, c'est sans doute d'ailleurs des applications payantes, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur ces données. Exactement. Je pense que ces services vont, dans un premier temps, permettre d'être disponibles à la majorité des gens, mais on voit bien que derrière, c'est un petit peu comme tous les téléphones. Vous avez un objet et des applications qui se mettent en œuvre. Certaines sont payantes, certaines sont gratuites, dépendamment du besoin, dépendamment de la communauté. Il faut dire qu'au départ, on va avoir des images, on pourrait dire que c'est des images grises, des images qu'il va falloir traiter. On ne peut pas prendre ces images comme ça qui vont être envoyées par Sentinelle-2A pour dire voilà, ça nous montre ça. Il faut les traiter puisque on a des images qui correspondent à des bandes spectrales. Il y en a 13 bandes spectrales avec deux caméras. Alors une qui est dans le visible et l'autre dans l'infrarouge. Exactement. Donc on a 10 couleurs dans le visible et 3 dans l'infrarouge. D'accord. Ce qui nous permet de reconstruire des images en prenant une combinaison d'images de couleurs. Donc on peut parler de vert, de bleu, de jaune, de rouge ou d'un proche infrarouge. On combine ces couleurs et on obtient des produits comme la surface foliaire, comme le contenu en chlorophylle ou la teneur en eau des couverts de végétation. Et ce sont ces produits qui sont utilisés par ces sociétés et qui vont certainement faire l'objet et être le support à des services
qui sont déjà prises en compte par la Commission européenne, qui a mis en place un certain nombre de services qui tournent autour de ces produits, comme en particulier faire de la classification de couvert végétal ou encore le suivi des productions agricoles, savoir comment un champ grandit en fonction des saisons, est-ce qu'il va permettre d'avoir une bonne production ou une moins bonne production en fonction de la météo. Le troisième type de données, on en a déjà entendu parler ce soir. Oui, on a dit que ça allait aider à c'est exactement. Oui, bien sûr. Donc on peut faire aussi un support des catastrophes naturelles, parce qu'évidemment, si un champ a été couvert par une inondation, on le saura, puisque la végétation aura ou dégradé son contenu en chlorophylle ou carrément perdu toute vitalité. Donc ce sont des informations qui vont pouvoir être croisées et utilisées par ces entités, ce laboratoire que l'on a vu en Autriche et plein d'autres partout en Europe et dans le monde. Oui, c'est vraiment la voie ouverte à des gens qui vont avoir des idées, Exactement. qui vont avoir de l'imagination, qui vont combiner, vous le disiez, ces bandes rouges, jaunes, vertes et qui vont arriver à montrer des choses pertinentes et utiles pour les gens. Et tout à fait. Et alors, c'est tout ce qu'on attend de Sentinelle, en fait. Bah oui, et tant mieux. Alors, effectivement, donc on va reprendre, je pense, tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire les revisites, la résolution en pixels, la quantité de data générée, le mode de transmission, la disponibilité et la gratuité des données, donc dans ces bandes spectrales et les services qui vont être associés. Mais quelque chose d'important quand même, c'est la durée de vie. Vous prévoyez donc une durée de vie de la mission de Sentinelle-2A pour combien de temps, pour combien d'années? Alors ça c'est un point aussi qui était fondamental dès le départ. C'est une mission qui est faite pour durer 12 ans. Donc ça donne aussi une information pour les utilisateurs futurs que c'est une mission pérenne, qui peuvent compter sur la distribution de ces données. On s'installe dans la durée. On s'installe dans la durée avec le programme Copernicus. Et c'est valable pour toutes les sentinelles, pas seulement Sentinelle-2. Toutes les sentinelles ont cette obligation de pérenniser la fourniture des données pour pérenniser les services liés à l'utilisation de ces données. Ce qui est quand même très important pour des investisseurs, parce Exactement. que si on décide de partir dans telle ou telle voie, eh bien, c'est bien de se dire, voilà, on a donc 12 ans devant nous avec Sentinelle, mais de toute façon, il va y avoir d'autres Sentinelles. Et donc, Sentinelle-2A le système de télémesure embarqué de Vega, Sentinelle-2A vient de se séparer sur son orbite objective héliosynchrone. Pour Arianespace, c'est le 5e succès sur 5 lancements. Pour Vega, Cinque su Cinque, donc bravissimo à l'Italie pour ce grand succès. Aujourd'hui, au-delà de la satisfaction d'avoir mis en orbite le 510e satellite dans l'histoire d'Arianespace, nous sommes vraiment fiers d'avoir rempli notre raison d'être grâce à nos 3 lanceurs, donner aux institutions européennes un accès fiable et indépendant à l'espace. Je souhaite exprimer ma gratitude à la Commission européenne et à la commissaire Bieńkowska, représentée ce soir par Philippe Brunet, pour avoir confié à Arianespace le lancement du 2e satellite de Copernicus, après celui de Sentinelle-1A par Soyouz en avril l'an dernier. J'aimerais aussi remercier l'ESA. Fonctionnel satisfaisant du satellite confirmé par le projet Sentinelle-2 sur la base de la télévision. Merci également à l'ESA, responsable de la composante spatiale de Copernicus et notre client direct pour ce lancement. Nous sommes heureux de partager ce moment de fierté et d'émotion avec Volker Liebig, directeur des programmes d'observation de la Terre à l'ESA. Merci Volker. Je devrais dire que je sais que Jean-Jacques Dordain
participe à ce lancement parce qu'il a envoyé des félicitations. Donc, je souhaitais dire quelques mots à propos de Jean-Jacques. Nous savons que Jean-Jacques va quitter l'ESA à la fin du mois. C'était le dernier lancement de Vega sous la direction de Jean-Jacques. Et au nom de toute l'équipe d'Arianespace, je souhaite remercier Jean-Jacques Dordain pour son soutien continu à Arianespace et à tous nos lanceurs. À 5 mois de la COP21, nous ne pouvions rêver d'une meilleure occasion que ce lancement pour mettre l'accent sur notre contribution à la surveillance et à la protection de l'environnement ainsi qu'à la météorologie et à la navigation. En effet, Sentinelle-2A est le 46e satellite mis en orbite par Arianespace pour ses applications. Je dois dire également que Sentinelle-2A est le 112e satellite fabriqué par Airbus Defence and Space et lancé par Arianespace. Félicitations à Michael Menking et Jean Dauphin pour ce grand succès. Félicitations. Comme je l'ai dit au début de mon intervention, notre raison d'être satisfait ce soir est Vega lui-même. Après son introduction réussie en 2012, notre lanceur léger va maintenant réussir son défi de monter en cadence à sa cadence objective. Après IXV en février, Sentinelle aujourd'hui et LISA Pathfinder à la fin de l'année. 3 lancements pour 3 différentes applications, c'est notre objectif pour 2015. Vega est à la hauteur de ses promesses. Les clients les plus exigeants ne s'y sont pas trompés. Le carnet de commandes de Vega a maintenant atteint 10 lancements, 6 pour des clients à l'export dans le domaine de l'observation de la Terre. Donc je souhaite remercier notre maître d'œuvre ELV, une compagnie détenue conjointement par Avio et l'agence spatiale italienne AESI pour nous avoir livré un si beau produit, symbole de l'excellence italienne dans le domaine des lanceurs, et félicitations aux équipes à Colleferro en Italie. Nous sommes en plein milieu d'un moment palpitant pour le transport spatial, que ce soit les satellites, la concurrence ou même les clients, tout change autour de nous. Chez Arianespace, nous avons répondu à ces évolutions profondes en nous préparant activement avec l'introduction d'Ariane 6 et Vega C en synergie, en travaillant avec tous nos partenaires pour la nouvelle gouvernance prévue qui va rapprocher le secteur du marché. Avec ce lancement de ce soir, le 265e dans l'histoire d'Ariane, c'était la 5e étape dans une année très chargée qui pourrait nous amener à un total de 12 lancements depuis le CSG. Je souhaiterais remercier toutes les composantes de l'équipe dont le travail nous a permis d'atteindre un statut satisfaisant au milieu de l'année. Bien sûr, l'Agence spatiale européenne, le secteur, nos partenaires ici sur site, le CNES CSG, ainsi que tous les industriels au sol, et bien sûr, quelques mots pour l'équipe Arianespace. 2 personnes ce soir d'Arianespace, notre COEL André Sicard et notre CEPAP Arnaud Sovic. Ces 2 personnes ont travaillé, je peux vous le dire, jour et nuit pour le succès de ce soir, et je voudrais leur rendre hommage. Voilà, donc je cède maintenant la parole à nos clients et partenaires. Merci beaucoup et bravo à tous pour ce merveilleux succès. Merci beaucoup. Yeah, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, vous me voyez beaucoup plus détendu qu'il y a 1h10. La raison en est claire. Nous avons maintenant réussi la mission Sentinelle-2. Il y a maintenant 2 sentinelles en orbite et nous devons cela à notre excellente coopération. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier tous ceux qui ont rendu cela possible. J'aimerais commencer par Arianespace. Bravo pour ce lancement parfait. Ça n'a pas été facile. Mon directeur général dit toujours que quand c'est une réussite, ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas.
Et Stéphane sait très bien tout le travail que nous avons dû investir avant ce lancement. Et enfin, quand tout se passe bien, c'est vraiment fantastique. Je souhaiterais aussi dire bravo à l'équipe Vega. Je sais que je suis aussi directeur du centre Esrine et que le centre de développement de Vega est à Esrine, mais aussi bravo au secteur qui construit Vega. C'est maintenant un lanceur bien établi. C'était le 5e lancement, donc à partir du 6e, ce sera vraiment l'ouverture commerciale aux lanceurs parce que les 5 premiers étaient encore soutenus par les États. Je souhaiterais aussi prendre cette occasion pour remercier notre partenaire, la Commission européenne. Ce rêve d'avoir un système de surveillance opérationnelle pour l'environnement ne pouvait se réaliser que grâce à cette coopération. Et j'ai déjà dit à Philippe Brunet, il y a quelques minutes, que maintenant il a 2 satellites sur les épaules parce que, en fait, avec le décollage, ce satellite est passé de nous au secteur à lui. Maintenant, il a les épaules un peu plus chargées avec Sentinelle-1 d'un côté et Sentinelle-2 de l'autre côté, et je peux lui promettre qu'il y en aura d'autres. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce satellite avec une grande réussite. Je souhaiterais commencer par ceux qui sont en dehors de l'ESA. Tout d'abord, le secteur. Michael Menking est ici pour représenter le secteur. Très beau travail. Je crois que nous verrons ces prochaines semaines et ces prochains mois que c'est un excellent satellite que vous nous avez donné là. Je souhaiterais aussi remercier ceux qui nous ont aidés, STLA. Et STLA, ils nous ont livré un terminal laser. Ici, il y a eu beaucoup de discussions au début, beaucoup de travail là-dessus, mais ça va révolutionner la transmission de données d'observation de la Terre. Et puis, il y a le CNES, qui a le plus d'expérience dans le contrôle qualité des données optiques, qui ont travaillé en étroite collaboration avec nous. Nous souhaitons remercier le CNES à 2 titres. Tout d'abord, de nous avoir accueillis ici sur le site de lancement, mais aussi pour le satellite. Et enfin, il ne faut pas que j'oublie de remercier toutes les équipes de l'ESA. Bien sûr, ceux qui sont le plus proches de moi, il y a l'équipe au STEC, avec le soutien de tous. C'est une équipe technique que vous voyez ici. Tous ceux qui ont un polo vert et bien d'autres aussi dans la salle. Mais il y en a beaucoup plus qui nous aident parce que nous ne pouvons pas faire cela qu'avec une équipe technique. Il y a des gens du service juridique, du service contractuel. Il y a l'ESOC qui a maintenant repris le contrôle. Il y a maintenant l'équipe A qui travaille là-bas. Ils vont travailler pendant 12 heures et puis ensuite il y aura l'autre équipe qui vont commencer à vraiment donner vie à notre satellite. Et puis tout le Nesrine, ce sont eux qui vont traiter les données, qui attendent déjà la première image qui va arriver dans 2-3 jours et vous pouvez suivre cela sur Internet. Je crois vraiment qu'il s'agit d'une coopération européenne et sans cette coopération, ce genre de système n'aurait jamais vu le jour. Et bien sûr, le magazine Science a dit que Copernicus était un exemple de ce que pouvait faire l'Europe si nous allions nos forces. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir et honneur que je m'adresse à vous le jour du lancement de Sentinelle-2A, le second satellite dédié du programme Copernicus d'observation de la Terre de l'Union européenne. Sentinelle-2A est le fruit de l'excellence industrielle et technologique européenne. Ce satellite délivrera des données rendues nécessaires pour délivrer des informations fiables et précises sur la sécurité environnementale des citoyens européens. Les flots de données libres et gratuits que ce satellite générera pourront supporter la création d'opportunités de postes de travail pour les sociétés européennes, en particulier les petites et moyennes entreprises. Cela devrait relancer l'innovation et l'emploi en Europe.
Nous sommes sur la voie de création d'un monde nouveau pour l'observation de la Terre. Sentinelle-2A est le produit de la coopération entre l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne. Mesdames et messieurs, l'espace est une priorité pour l'Union. Plus de 11 milliards d'euros ont été distribués aux activités spatiales depuis les 7 dernières années. Activités démontrant aujourd'hui la mise en place du développement d'un marché de produits et services satellitaires, fournissant des postes de travail hautement qualifiés avec des effets importants sur l'économie. Merci. Si je suivais le protocole de la Commission, je retournerais m'asseoir parce qu'en général, un haut fonctionnaire ne parle pas après son ou sa commissaire. Mais en tant que directeur du programme Copernicus, je voulais simplement vous faire part du fait que ce soir, mes équipes sont extrêmement heureuses. Et dans une carrière, on n'a pas autant que ça d'occasion de se dire que l'on est heureux pour rater la même occasion. Copernicus, comme on vous l'a dit et répété ce soir, est une excellence européenne et je pense que c'est très important pour la Commission européenne de prouver que l'Europe peut encore faire de grandes choses et faire des choses qui n'ont pour l'instant pas d'équivalent. Vous l'avez entendu dans un des films, nous avons à l'heure actuelle un système qui se met en place d'observation de la Terre qui n'a pas d'équivalent sur la planète. Alors, un système d'observation de la Terre pour une administration politique comme la Commission, c'est quoi? C'est d'abord une aide à la décision, c'est une aide à la gestion de crise, c'est une aide de toute façon pour les citoyens, c'est aussi plus de croissance, c'est aussi plus d'emplois. Et surtout, c'est aussi un pari sur le futur, car de plus en plus, nous dépendrons de l'espace et de plus en plus, sans le recours de l'espace, nos politiques, quelles qu'elles soient, ne pourront être ni efficaces ni soutenables. Et parlant de soutenabilité, et cela a été dit encore plusieurs fois ce soir, je voudrais souligner l'importance d'un programme comme Copernicus au moment où l'humanité entière est en train de réfléchir à limiter les conséquences de l'effet de serre et du changement climatique. Un des plus importants services de Copernicus concerne le changement climatique. La constellation actuelle permet d'étudier ce changement climatique, permettra de proposer des solutions pour atténuer ces effets, et vraisemblablement, nous aurons commande dans les mois qui viennent, après le COP de Paris, de mettre en place des systèmes pour contrôler que les actions que les États membres au COPS promettront de prendre seront mises en œuvre. Comme l'a fait Volcker, je voudrais remercier Arianespace, évidemment. Quand on est client, on aime toujours que le service délivré soit de la meilleure qualité, et il l'a été encore ce soir. Merci Stéphane. Merci aussi à l'Agence spatiale européenne et à l'ESRIN, aux équipes de Volker Liebig, avec lesquelles nous avons autant travaillé pour Sentinelle-2 que pour Sentinelle-1. Nous avons même travaillé ensemble pour mettre en place ce système qui a été évoqué ce soir plusieurs fois, qui s'appelle EDRS, qui est le système par transmission laser. Tout n'est toujours pas facile dans une collaboration, mais finalement, une collaboration est bonne quand les objectifs sont atteints. Merci aussi, évidemment, à mes équipes, dont certains sont là ce soir. C'est le début d'une aventure qui commence, parce que nous avons hérité d'un autre satellite ce soir. Maintenant, il faut l'utiliser. Il faut faire que les données soient les plus accessibles possibles. Et aussi, il faut faire qu'un programme européen, ce soit un programme pour le bien de l'Europe et de tous ses citoyens. Et puis aussi, merci à mes équipes qui, d'après je vois, sont toujours debout à Bruxelles pour nous regarder en web, et puis aussi notre représentant à Darmstadt. Merci encore
pour avoir partagé avec nous ce grand moment. Ladies and gentlemen. Mesdames, messieurs. Wow. Wow. Notre oiseau, désolé Philippe, votre Sentinelle 2 s'est envolé, donc merci beaucoup Stéphane, merci à Ariane Espace d'avoir mis Sentinelle 2 dans sa position opérationnelle pour les prochaines années. Deuxièmement, je souhaitais vous remercier, vous Philippe, et la Commission européenne et surtout l'ESA, représenté par Volker Liebig, qui était notre client, d'avoir reçu le contrat pour ce programme qui a commencé il y a déjà plusieurs années pour avoir construit le satellite, de l'avoir testé, de l'avoir préparé au lancement. Ça n'est pas une fin aujourd'hui, c'est simplement le nouveau point de départ pour Sentinelle-2 en orbite. Mais surtout, je souhaitais remercier nos partenaires industriels. 42 sociétés dans toute l'Europe, dans 17 pays européens et aussi au Canada et aux États-Unis. Cela démontre que Sentinelle-2 est véritablement un satellite européen également du point de vue industriel. Cela a été rendu possible sous la direction du maître d'œuvre de Airbus Defence and Space à Friedrichshafen et aussi sous la responsabilité des instruments développés par Airbus DS à Toulouse. Et comme vous l'avez dit, nous ne parlons pas simplement d'un seul satellite. Après qu'on a lancé l'ancien satellite météo, il y a un peu plus d'un an, Sentinelle-1, le satellite radar. Maintenant, c'est les débuts opérationnels en orbite du premier satellite optique Sentinelle-2. On l'a déjà dit, néanmoins, les prochaines heures vont être chargées pour nous. Tout d'abord, vous avez vu le centre de commande ESOC de l'ESA. Ce sont eux qui ont repris l'exploitation de Sentinelle-2 à Darmstadt. À l'heure actuelle, nous menons des tests de routine et des tests d'instruments ces prochaines années. Ce qu'on appelle le LEO, Launch and Early Operations, lancement et opération précoce, ce qui nous gardera occupés ces 3 prochains jours. Et nous allons travailler en 2 équipes pour vérifier tous les systèmes. En outre, ces 3 prochains mois, il y aura la mise en service en orbite pour que nous puissions vérifier tout le satellite pour dire que oui, nous avons mis en orbite un satellite avec toutes les fonctions qui avaient été inscrites au cahier des charges. Comme on l'a dit, les Sentinelles sont les satellites du programme Copernicus et au nom du secteur, nous sommes fiers d'avoir contribué à l'ESA avec son partenariat avec la Commission européenne pour ce programme et aussi pour les futurs sentinelles à l'avenir, que ce soit pour les satellites eux-mêmes ou pour les instruments. Là, l'Europe fait la preuve de ses capacités aussi du côté industriel, avec tout le savoir-faire, toute notre expérience, mais il ne faut pas oublier que derrière ces développements, il y a des personnes qui ont toutes les compétences du secteur européen. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, on a eu une chronologie parfaite. C'était une véritable répétition standard, idéale. On a vécu quelque chose de très facile, mais nous sommes à l'aboutissement d'une campagne qui n'était pas de tout repos. Et le lancement que nous avons eu ce soir confirme quand même, vol après vol, la perfection du lanceur Vega, et on sait l'apprécier ici. La justesse de sa définition, la chronologie de ce soir a été parfaite, confirmant les choix de simplicité qui ont été faits pour ce lanceur. 5e lancement de cette année au CSG, mais 5e succès pour Vega. Et nous avons là une belle route tracée pour ce lanceur.
Aussi, au nom du CNES, j'adresse toutes mes félicitations aux équipes de l'ESA qui conduisent ce projet, qui n'est pas facile, mais on voit que les choix qui ont été faits ont été finalement les meilleurs. Je voudrais aussi féliciter les équipes d'Arianespace qui opèrent ce lanceur avec une détermination sans commune mesure, une pugnacité importante. Et je crois qu'il faut leur rendre hommage parce qu'ils le font aujourd'hui dans un contexte qui est particulièrement difficile. Bravo à elles. Bravo aux équipes de la direction des lanceurs du CNES et aux équipes de l'industrie sous l'égide de LV qui ont conduit le développement de ce lanceur. Je voudrais aussi en profiter pour saluer l'action de personnes qui conduisent la qualification, c'est-à-dire la certification du lanceur. Il s'agit de Michel Courtois, de Tony Tolker-Nielsen et d'Isabelle Rongier, qui agit pour la dernière fois. Et je voudrais les saluer parce que le travail de qualification qui a été déroulé pour amener à ce vol n'a pas été simple. J'en ai été témoin et je voudrais leur dire un grand bravo. Alors ce soir, le CSG a lancé le satellite Sentinelle-2A du programme Copernicus de la Commission européenne. C'est ce qu'on peut appeler un bijou technologique au service de la connaissance de la Terre et de l'environnement. Il est doté d'un instrument d'optique haute résolution, particulièrement performant, dont les données seront mises à disposition des acteurs de la gestion environnementale. C'est donc un outil d'avenir et essentiel pour le développement des politiques publiques que nous avons mis en orbite ce soir. En cette année où le climat et l'environnement sont au centre de l'actualité avec l'organisation de la conférence des parties dite COP21 à Paris, le CNES, avec le CSG, est fier d'être un acteur du succès du programme Copernicus. Donc je remercie la Commission européenne pour la confiance qu'il nous a accordée une nouvelle fois pour déployer son satellite. C'est le deuxième satellite de Copernicus que nous avons lancé. Il y a à peu près un an, nous avons lancé le premier avec Soyouz. La base de lancement est à son service et elle met ce qu'il y a de meilleur de ses compétences et de ses savoir-faire pour répondre à ses besoins. Je félicite aussi l'ESA de la direction de l'observation, représentée ici par Volker Liebig, qui conduit la maîtrise d'ouvrage de ce programme, et puis Airbus Defence Space pour la réalisation qui a conçu le satellite, et pour la réalisation de ce satellite qui est un véritable creuset de son savoir-faire technologique. J'espère que vos équipes ont apprécié l'environnement de travail que nous leur avons offert. Nous avons à cœur de développer une offre de services de haut niveau ici au Centre spatial guyanais. C'est notre réponse aux exigences de compétitivité qui s'imposent au CSG. Je voudrais féliciter aussi mes collègues du CNES au Centre spatial de Toulouse pour leur contribution à ce programme. La mise en place de systèmes de traitement d'images et de gestion de données massives reflète une expertise unique mise au service de l'ESA et de la Commission européenne. Je voudrais enfin aussi souligner la performance de la base spatiale, acteur essentiel de la réussite de ce 5e lancement de Vega. Tous nos savoir-faire ont été conjugués pour mettre au point cette mission et surpasser les aléas. L'innovation pour ce lancement était au rendez-vous avec la mise en place d'une station de relais de télémesure et de télécommande à Saint-Jean-du-Maroni et pour la première fois dans l'histoire du Centre spatial guyanais, la mise en œuvre d'un 4e radar à Saint-Jean-du-Maroni opérant de manière coordonnée avec les 3 autres radars, 2 qui se trouvent ici à Kourou et un autre à Cayenne. Donc tout le territoire était couvert de radars, si j'ose dire. Et nous avons là développé à Saint-Jean-du-Maroni, finalement, un mini centre spatial guyanais, opérationnel, qui renforçait la sécurité du lancement. Alors ces innovations, comme toute innovation, exigent force de préparation et de performance pour garantir le succès de la mission. Donc félicitations à tous, industriels de la base, et ils sont nombreux, équipe CNES au CSG pour les compétences déployées, mais aussi pour l'engagement sans compter dont elles ont fait preuve, pour s'adapter à des situations difficiles et résoudre chaque problème. Je remercie aussi les services de l'État et nos forces armées sous la houlette du préfet de région pour leur soutien sans faille nécessaire à la sécurité et à la réussite de notre mission au Centre spatial guyanais. Alors ce lancement est une belle réussite. Réussite de Vega, réussite de Sentinelle, réussite de l'Europe. C'est l'exemple même où la coopération européenne produit ce que nous avons de mieux. Lanceur européen pour un satellite européen lancé par une base européenne.
Je suis particulièrement admiratif de cette politique de l'Europe de déployer ses compétences technologiques de plus haut niveau pour mettre à disposition gratuitement des images de la Terre dans le cadre du programme Copernicus pour des utilisations de gestion environnementale au service de la recherche, au service des entreprises qui vont développer une économie et des politiques publiques, donc finalement au service de ses citoyens. Ce lancement, ici en Guyane, revêt une importance particulière parce que la gestion environnementale est au centre des préoccupations des élus en charge des collectivités locales ou de l'État. La gestion de la forêt, ici, se présente ici comme une priorité. L'exploitation raisonnée des ressources, avec l'exploitation de l'or, la sauvegarde de la biodiversité, tellement importante, les besoins fonciers des collectivités pour développer leur politique, le développement de l'activité agricole ou le développement de l'urbanisme pour les besoins des citoyens sont des questions rémanentes de ce territoire. La mise à disposition d'images grâce au programme Copernicus est une opportunité que notre région pourra saisir. Et là, je m'adresse particulièrement aux représentants de la région. Elle dispose d'un outil pour cela, c'est la station de télédétection CIS qu'il faudra mettre à niveau et la faire évoluer pour pouvoir bénéficier de ce programme. En tout cas, voilà un exemple concret de ce que l'Europe et de ce que l'industrie spatiale peut apporter à la Guyane. Nos élus en ont pleinement conscience et je remercie pour le soutien qu'ils apportent au CSG et au développement de l'activité spatiale en Guyane. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, chers amis, juste pour vous dire donc, que nous nous retrouverons dans un peu plus de 2 semaines, le 8 juillet, pour un lancement, j'allais dire mixte, puisqu'il s'agira à la fois d'un satellite commercial pour l'opérateur brésilien Star One C4, dont nous avons lancé tous les satellites, et pour un lancement institutionnel pour notre partenaire EUMETSAT avec MSG4, et Ariane 5, à son tour, montrera qu'elle est capable à la fois de mettre en orbite des satellites commerciaux et institutionnels. Merci beaucoup, bonne fin de soirée et donc à très vite. Merci. Eh bien, c'était une belle soirée ici en Guyane et une belle nuit pour ceux qui nous ont suivis depuis l'Europe. Merci à tous ceux qui ont partagé ces moments avec nous. Merci aussi à tous les acteurs de cette mission. Côté lanceur, côté satellite, les uns ne peuvent rien sans les autres. Et c'est cette coopération, c'est bien cette coopération qui a été couronnée de succès ce soir. Alors, bien évidemment, merci à tous ceux qui ont rendu possible cette vidéotransmission en direct. Merci à Anne-Marie Hernandez, Claude Bernat, merci à notre réalisateur Manuel de Oliveira, merci à toute l'équipe de Guyane Première emmenée par Yves L'Espoir, merci à Oco Design, merci aussi à Valérie Fernandez qui est venue nous donner des précisions après la séparation du satellite. Passez une bonne nuit ou une bonne matinée ou une bonne journée où que vous soyez. Nous vous disons à bientôt et même à très bientôt au Centre Spatial Guyanais. Ce sera le 8 juillet prochain. Au revoir à tous.